Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Armin Arefi, bonsoir. Bonsoir. Avec vous ce soir, on va parler de l'Iran, de cette guerre de 12 jours et plus particulièrement des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Ils sont au cœur du documentaire en 2 parties que vous avez coécrit pour Arte. Alors sont-ils les vrais maîtres du pouvoir en Iran ? Vous nous expliquerez tout cela dans quelques instants. Mais avant cela, on se penchera sur le réarmement démographique de la France. 1 an et demi après cette promesse faite par Emmanuel Macron, où en est-on? Comment infléchir cette courbe de la natalité qui baisse depuis 15 ans maintenant? Et est-ce réellement indispensable? On en débat ce soir avec nos invités. Enfin, la séance de rattrapage. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée? On parlera motion de censure, annonce budgétaire et on se penchera sur la méthode Dati à l'Assemblée. Voilà pour le sommaire. Armin Arefi, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, suivez-moi, c'est parti. Faire un bébé, à quoi ça tient? C'est la plupart du temps un choix mûrement réfléchi, mais sur quels critères? Qu'est-ce qui emporte la décision des couples aujourd'hui? Cette question éminemment intime porte des conséquences économiques majeures. On se penche donc ce soir sur la baisse de la natalité en France avec Magali Mazui. Bonsoir. Vous êtes démographe à l'INED, l'Institut national des études démographiques. Constance de Pellichy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du Loiret, membre du groupe Lyot, et vous présidez la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, une mission qui vient d'être créée, qui a commencé ses premières auditions cette semaine. Qui a tout juste démarré cette semaine, effectivement. Et une mission dont vous faites partie, Sarah Legrain, bonsoir. Vous êtes députée LFI, élue à Paris, et vous avez rédigé récemment un rapport avec la députée MoDem Delphine Lingemann, un rapport pour une parentalité plus égalitaire. Vous nous en parlerez évidemment dans ce débat. Enfin, Hélène Périvier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE et vous présidez le Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Vous nous expliquerez évidemment en quoi cela consiste. Mais pour commencer, le récap avec Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap ce soir, une question, y aura-t-il bientôt plus d'enterrements en France que de naissances? C'est une enquête de la Fondapol, Clément, qui pose très clairement cette question-là et qui s'inquiète de la chute vertigineuse de la natalité. Alors c'est vrai, hein, les chiffres sont impressionnants, je vous en montre quelques-uns. En 2023, la France a enregistré 638 000 décès pour seulement 677 800 naissances, alors qu'il y avait encore 832 800 naissances quasiment en 2010. En termes de fécondité, maintenant, en 2010, le taux était d'un peu plus de 2 enfants par femme. Il est tombé à seulement 1,68 en 2023. Et puis, l'année dernière, entre le mois de janvier et le mois de juin 2024, donc la France a enregistré 8 000 naissances de moins que sur la même période 1 an avant. Des chiffres, Bruno, qui ont ému au plus haut sommet de l'État. Alors c'est vrai, hein, Emmanuel Macron lui-même a annoncé il y a déjà 18 mois, 2 fois 9, dans une formule restée célèbre, qu'il était fermement décidé à prendre le problème à bras-le-corps. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Voilà, il a évoqué un réarmement démographique. Alors, c'est vrai, hein, la natalité est bien évidemment une arme économique qui préoccupe d'ailleurs dans toute l'Europe. Regardez bien ce graphique, en 2022, le taux de fécondité moyen dans l'Europe des 27 était de 1,46 enfants par femme. Et devinez quoi? Eh bien, la moins mauvaise élève, c'était la France, 1,78 enfants. Suivent la Roumanie et la Bulgarie. Et c'est en Espagne et à Malte, respectivement classés 26e et 27e, que l'on fait le moins d'enfants. Alors pour autant, ces problèmes de natalité ne sont pas neufs. Cette question du nombre de naissances par rapport au nombre de morts. Oui, regardez un peu sur quoi j'ai mis la main en fouillant cet après-midi dans mon grand placard à archives politiques. On est en 1975 et celui qui s'exprime s'appelle Michel Debré. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? Voilà, il militait à l'époque pour que les femmes aient chacune 3 enfants, pas moins, pour des raisons économiques qu'il n'avait pas hésité à mettre en avant ici même, dans cette Assemblée. Alors que la dénatalité menace l'équilibre des caisses de retraite dans 5 ou 6 ans, il y en a qui ne veulent rien faire.
rien faire, sous-entendu, faites des bébés. C'était déjà le message, Clément, il y a tout juste 50 ans. Merci beaucoup, Bruno Donnet. On vient de revoir cette phrase d'Emmanuel Macron, parler de réarmement démographique de la France. La formule, elle a pu choquer les femmes, notamment, qui ont pu ressentir, Constance de Pellichy, peut-être une forme d'injonction à faire des enfants. À quel point les pouvoirs publics peuvent s'immiscer là-dedans, avec des politiques, dans ce choix vraiment éminemment intime? Je pense que, comme beaucoup de femmes, quand j'ai entendu cette phrase, moi, la première, je me suis sentie en partie insultée. J'ai eu le sentiment d'être prise pour un utérus sur pattes. Vous l'avez mal pris? Je l'ai très mal pris. J'ai eu le sentiment que moi, femme de 35 ans, j'étais considérée avant tout dans ma fonction de reproductrice. Je n'étais pas considérée dans ma fonction de citoyenne participant à la société au sens large, mais vraiment uniquement dans ma fonction de mère pondeuse qui allait participer à l'équilibre économique du pays. Donc, et ça ne vous a pas empêché d'accepter de présider cette mission? Mais au contraire, cette mission, je la trouve... moi, elle me parle énormément parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai 39 ans et la question de l'enfant de plus, je me la suis posée, comme énormément de femmes de ma génération, comme la plupart des femmes de mon entourage. Qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, que je vais décider d'avoir un enfant ou un enfant en plus? Qu'est-ce qui fait que je vais y renoncer? À quel moment ce désir, on y renonce? Est-ce que c'est une question uniquement rationnelle? Est-ce que c'est uniquement une question de moyens au sein du couple? Je ne crois pas. Pour moi, c'est beaucoup une question de parentalité. Je voudrais qu'on arrête de sortir de ce sujet exclusivement féminin. Et pourtant, vous n'avez invité que des femmes aujourd'hui. Alors, c'est pas un choix. Hein. Alors, j'imagine que beaucoup d'hommes... Il s'avère qu'effectivement, les personnes qui se consacrent le plus à ces sujets, les plus sérieuses, sont des femmes. Voilà. Parce que cet équilibre, il est extrêmement difficile à trouver entre une vie de femme, une vie professionnelle, une vie de maman. On a tous envie d'être un parent engagé et épanoui auprès de ses enfants. Moi, je ne dors pas à la maison 2 à 3 nuits par semaine. J'ai passé tout mon premier trimestre de mandat à lutter contre cette culpabilité terrible. Et la question, elle se pose là. Comment et pourquoi on fait ce nombre d'enfants-là? Sarah Legrain, je vous pose la même question. À quel point les pouvoirs publics peuvent s'immiscer là-dedans? Moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma collègue sur la phrase d'Emmanuel Macron, surtout à un moment où il développe un discours guerrier au sens vraiment propre du terme, parler de réarmement démographique, laisser entendre que les femmes sont là pour produire, y compris potentiellement des soldats. C'était très très malvenu et c'était ne pas prendre les choses par le bon bout. Et évidemment que l'État, c'est pas une question de s'immiscer, c'est que la société, elle a un devoir d'aider les personnes en fait à avoir des enfants s'ils le souhaitent. Et je dis les personnes, mais vous avez bien fait de souligner que c'est quand même une question éminemment féminine. D'abord parce que le choix d'avoir des enfants, il doit revenir aux femmes et que ça ne doit pas être une contrainte et une injonction. Et qu'en même temps, que fait la société qui dit en même temps aux femmes d'aller travailler à juste titre parce qu'on veut leur indépendance économique et qui en même temps continue de considérer la femme comme le parent principal et dont toutes les politiques actuellement restent très marquées par l'idée que c'est en réalité la mère qui va assumer ce qu'on peut appeler une forme de pénalité parentale, c'est-à-dire tout ce qui va être les contraintes d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, familiale. Et donc ça, il faut que ça change. Hélène Périvier, on a beaucoup parlé évidemment récemment des enjeux démographiques dans le cadre de la réforme des retraites. À quel point notre modèle social à nous, Français, dépend de notre natalité? Il y a forcément une question de population, donc c'est un tout petit peu plus large que la seule question de la natalité, parce qu'il y a aussi d'autres façons d'augmenter sa population, par les flux migratoires par exemple. Et puis par ailleurs, pour assurer la soutenabilité de notre modèle social, c'est plutôt la question de l'emploi qui compte. Hein. Donc il faut qu'on ait des gens qui travaillent. Donc ça, c'est plutôt là-dessus qu'on devrait travailler. Après, la question de la natalité, elle se pose beaucoup plus, comme ça a été dit, hein, comme pouvoir réaliser un désir d'enfant dans des conditions matérielles qui permettent à cet enfant de se déployer dans le respect de l'égalité de genre, l'égalité territoriale, l'égalité sociale. Et ça, c'est ça qu'on doit pouvoir essayer de chercher. Donc ce n'est pas forcément un enjeu économique majeur pour l'avenir de la France? Mais de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. On ne va pas demander aux gens, et en particulier aux femmes, de faire des enfants pour payer les retraites. Ce n'est pas du tout un argument qui peut fonctionner. Donc la raison pour laquelle les gens décident d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Mais évidemment, c'est tout à fait en lien avec des questions matérielles.
Ce que je crois qu'avait été dit dans le réarmement démographique et ce qu'on a entendu redire Emmanuel Macron dans l'extrait qui a été donné, c'est l'accent est mis sur la question de l'infertilité, qui est un problème, mais qui est un tout petit problème qui n'explique pas l'entièreté de la baisse du nombre de naissances. Donc l'infertilité, évidemment, c'est peut-être une souffrance pour des couples qui cherchent à avoir un enfant qui ne peuvent pas en avoir, mais par ailleurs, le fait qu'on doit faire un certain niveau de carrière à un certain âge, ça empêche certaines femmes d'avoir un enfant assez tôt, et ça peut créer de la souffrance, arriver à l'âge de 40 ans, d'avoir des difficultés d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas du tout ce qui explique l'essentiel de la tendance que l'on observe, qui tient à d'autres facteurs. Alors cette baisse, on va en parler avec vous, Magali Mazué, vous êtes démographe. La France, elle a longtemps été un cas à part, avec une natalité plus élevée que la moyenne, on l'a vu. Est-ce qu'elle est en phase de normalisation, en quelque sorte ? Alors, j'emploierais pas forcément le terme de normalisation, mais en tout cas, oui, il y a une convergence dans la plupart des pays, donc évidemment en Europe, mais pas que, en Asie, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, et y compris aussi sur le continent africain, à une baisse internationale de la fécondité. La France se situe toujours plutôt en haut de la liste des pays avec la plus forte fécondité au niveau de l'Europe, en tout cas. Et donc c'est vrai que ce terme de réarmement démographique, je rejoins tout ce qui a été dit. En fait, déjà, ça renvoie à un vocabulaire de combat, ce qui n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout dans une situation déjà alarmiste. Et là encore, je reviendrai sur le terme qui a pu être mentionné, un peu de vertige dans cette baisse de la natalité et dans l'inversion de la courbe de mortalité et de natalité. Les deux courbes devraient se croiser dans 2 ans, oui, c'est après, on est quand même loin du vertige. Et c'est vrai que si les courbes se croisent, c'est aussi parce que... donc là, je vais reprendre l'extrait, l'intervention de M. Debré dans la deuxième moitié des années 70, où effectivement, on avait une baisse de la fécondité assez importante, mais qui n'avait pas autant marqué la natalité, puisque le nombre de femmes en âge de procréer, issues des classes nombreuses du baby-boom, arrivaient à l'âge de la maternité. Et donc, même si la fécondité commençait à chuter, elles étaient nombreuses à faire des enfants. Là, si on regarde le chiffre de la natalité, moins 21,5% de naissances en France depuis 2010. C'est quand même très brutal comme chute. Quels sont les facteurs d'explication que vous avez ? Est-ce que on a parlé parfois d'un modèle français de 3 enfants par famille. Ça, c'est terminé, c'est ça ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute aussi rapide ? Alors, on n'a pas encore tous les éléments d'explication. Ils sont sans doute assez multiples. On a des données qui vont être publiées la semaine prochaine, donc on pourra en dire un peu plus. Ce qu'on commence à voir, c'est effectivement une modification dans les normes, notamment au sein des jeunes générations. Cette chute de la fécondité, elle est principalement, elle est enregistrée à tous les âges, mais principalement entre 25 et 35 ans, qui sont des âges où les taux de fécondité sont les plus élevés. Donc, d'où cet effet assez massif, en fait, d'affaissement de l'indicateur conjoncturel. Mais quand on raisonne sur le temps long, la descendance finale au sein des générations, en fait, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus proche de 2. Et on peut s'attendre à ce qu'elle baisse un peu. Mais voilà, les projections que nous avons faites, qui ont été publiées en mars 2025 par l'INED, montre que déjà, la baisse de la population française n'est pas garantie, forcément, on ne sait pas. Comme l'a dit ma collègue, il y a le solde naturel, il y a aussi le solde migratoire, donc ça va aussi dépendre d'un certain nombre de politiques. Hélène Périvier, vous allez publier vous aussi une étude la semaine prochaine. Il y a un chiffre qui a retenu mon attention, c'est 72% des 20-35 ans qui n'ont pas d'enfants pensent devenir parents au cours de leur vie. Comment on peut expliquer ce décalage entre un fort désir d'être parent et des chiffres de la natalité qui baissent autant? Alors, vous le lisez dans ce sens-là, mais on peut le lire dans l'autre sens. Parce qu'en fait, c'est une enquête que nous avons faite au Conseil de la famille, donc qui va sortir. Donc, vous avez la primeur ce soir des résultats. Et en fait, on a interrogé les 20-35 ans sur leurs projections en matière de parentalité, qu'ils aient ou non des enfants, quelles sont les bonnes raisons d'avoir des enfants, de façon générale, ou de ne pas en avoir. Il y a quand même 20% de cette classe d'âge qui répond qu'elle ne se projette pas du tout dans la parentalité. Et ça, c'est un chiffre qui a beaucoup progressé? On a des éléments
élément de comparaison? Cette enquête, on vient de la faire, mais quand on regarde les grandes enquêtes de l'INED et de l'INSEE, quand on regarde le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la fin de leur vie féconde, c'est plutôt 10%. Donc on est quand même très loin de ces 20%. Alors ça ne veut pas dire que ces 20% ne finiront pas par avoir des enfants, mais ça donne quand même un peu la température d'une génération qui se projette quand même moins dans la parentalité. Et ce qu'on voit, et c'est très intéressant quand on les interroge, par exemple, noter de 1 à 10, est-ce que c'est important d'avoir un enfant dans sa vie? Le score, c'est 7 sur 10. C'est pas c'est important, mais c'est pas absolument important. Évidemment, ce score est beaucoup plus faible parmi ceux qui déclarent qu'ils ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et puis l'autre point qui est assez remarquable dans cette enquête, c'est qu'on voit que, évidemment, les questions matérielles comptent parce qu'on anticipe le coût de l'enfant, donc ça c'est évidemment important, mais on voit aussi que les questions, l'angoisse du côté du contexte géopolitique, du contexte écologique, crée aussi une incertitude forte et du coup un renoncement ou en tout cas ne pas avoir envie de se projeter dans la parentalité. Vous êtes en train de traiter tous les sujets là. Oui, mais non, parce que ça c'est juste ce que les gens pensent. Oui. Et il y a un autre élément qui est ressorti de façon tout à fait surprenante, c'est la peur de la grossesse aussi qui ressort. Donc, la peur de la grossesse, peur de la grossesse, oui, de son corps qui se transforme. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont assez nouveaux. Mais c'est vrai que ces raisons qui tiennent plus à une ambiance qui n'est pas favorable, dans laquelle on a du mal à se projeter, ça fait partie des choses un peu nouvelles, même si encore une fois, cette enquête ne peut pas tout révéler, mais ça fait partie des choses un peu nouvelles qui peut expliquer, en tout cas, qu'il y ait moins d'appétence pour avoir des enfants. Et je voudrais juste rajouter un dernier élément, quand on compare par rapport, parce qu'on a vu les extraits avec M. Debré, quand on voit le taux de fécondité que les femmes avaient dans les années 40, 50, 60, qui était très élevé, j'aurais quand même dire que les femmes avaient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles ne désiraient. Donc il ne faut pas utiliser ces périodes-là comme des périodes absolument fabuleuses, parce qu'à ce moment-là, en fait, les femmes, elles auraient voulu en avoir moins. Donc ça, c'est aussi des éléments qui comptent, de pouvoir avoir le nombre d'enfants que l'on souhaite, ça c'est indispensable, mais de ne pas se projeter de façon un peu fantaisiste dans des décennies où le corps des femmes était quand même utilisé à des fins natalistes. Alors quand même, ce que je retiens moi aussi de votre étude, c'est que le premier frein qui est cité par les personnes interrogées, c'est que cela coûte trop cher d'élever un enfant. 62% des personnes interrogées citent ce frein-là en premier. Constance de Pellichy, vous qui êtes à la tête de la mission d'information, comment vous pouvez prendre ce chiffre en compte? Comment vous allez traiter cela? Là, tout à l'heure, vous posiez la question de en quoi les politiques publiques peuvent-elles avoir un impact direct sur la fécondité. À partir du moment où avoir un enfant et l'élever devient une contrainte financière pour les couples et les familles, les politiques publiques peuvent agir. Elles peuvent agir soit par le biais des allocations et des réductions d'impôts. Et elles existent et elles doivent être absolument questionnées. Doivent-elles être universelles ou proportionnelles? Et dès le premier enfant éventuellement, ça fait partie. Il y a une proposition de loi qui a été examinée là-dessus. Ça fait partie des choses qui doivent être absolument investiguées. Mais c'est aussi tout ce qu'on met autour. Comment on fait garder son enfant? Qu'est-ce que ça coûte de faire garder son enfant? Vous avez 2 enfants qui sont gardés par une assistante maternelle. Vous en avez assez rapidement pour entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Il faut les sortir. Même si derrière, il y a éventuellement un crédit d'impôt, etc., il faut les sortir. La question du logement. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir se loger, éventuellement de changer de moyens de mobilité, parce que la crèche, l'école, etc. ne sont pas forcément sur les chemins habituels pour aller au travail. Qu'est-ce que ça coûte aussi pour les études? C'est parfois une grosse angoisse de la part des parents de se dire « Attends, j'en ai un, je vais pouvoir assurer effectivement pour payer des études et un logement ». Mais si j'en ai un deuxième, jamais je pourrais payer les études et un logement en même temps. Et je n'ai pas envie de faire des enfants si derrière, je ne suis pas en capacité de pouvoir leur apporter un avenir. Donc ces questions-là, elles doivent être posées à la fois sous l'angle des allocations, mais aussi sous l'angle des services au sens large que l'État est capable d'apporter aux familles pour l'éducation de leurs enfants. Alors, quand on demande aux Français ce qu'il faudrait faire pour mieux aider les parents de manière générale, il faudrait en priorité améliorer l'aménagement du temps de travail des parents actifs. Et alors là, je me tourne vers vous, Sarah Legrain, parce qu'on constate à la réponse à cette question un fort écart entre les femmes et les hommes. C'est cité par 72% des femmes et seulement, entre guillemets, 58% des hommes. Vous avez travaillé, je le disais, sur les moyens de rendre la parentalité plus égalitaire. Ça vous inspire quoi quand vous voyez cela? C'est un vrai sujet, parce qu'en réalité, c'est parce qu'on a un système d'organisation, notamment par la défaillance des services publics d'accueil du jeune enfant, par la défaillance d'adaptation de l'ensemble de l'organisation du monde du travail au fait que les personnes qui travaillent sont aussi des parents,
que les femmes finissent par dire en fait, j'aimerais bien qu'on me réduise mon temps de travail, mais elles le payent, très durement. En baisse de salaire. Figurez-vous que 90%, j'insiste parce que je crois que pour les gens, c'est pas clair, 90% des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes sont liées à la parentalité. Quand on parle toujours d'inégalité de salaire, on fait comme si c'était juste des patrons discriminants, sexistes. Non, c'est que les femmes, en fait, s'arrêtent de travailler. Il y a un chiffre, je crois, elles du s'arrêtent Conseil au moment d'analyse du congé économique. maternité, elles s'arrêtent pour prendre ensuite un congé parental éventuellement, elles se mettent à temps partiel pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école, elles prennent des jours d'arrêt quand les enfants sont malades ou quand ils ont un rendez-vous à l'école, quand elle a un rendez-vous à prendre à l'école. Tout ça, ça a des conséquences sur les revenus des femmes, sur leur salaire. Chute de revenus de 38% pour les femmes dans les 10 années qui suivent leur naissance. Voilà. Donc en fait, quand vous faites un enfant, c'était dit par ma collègue, il y a la question des ressources qui vous sont données par la société. Les ressources, c'est pas seulement effectivement les allocations, c'est est-ce que le travail paye en France ou pas, et c'est aussi est-ce que vous avez des services publics, est-ce que vos impôts ils servent à quelque chose, et voilà. Alors, et là, en réalité, solutions. Les solutions, le congé paternité, vous avez fait une proposition là-dessus. Si vous parlez juste de réduction du temps de travail comme ça, et qu'en fait c'est pour les femmes, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir encore une réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et moi, je constate qu'il se passe un truc dès la naissance. À la naissance, c'est une évidence pour tout le monde que, une femme qui a un enfant, elle va s'arrêter les 16 semaines de son congé maternité. Et puis un homme qui a un enfant, alors il y a une dizaine de jours obligatoires, et puis si vraiment c'est un papa engagé et tout, investi, et qu'il a réussi à négocier avec l'employeur, parce que c'est pas toujours facile quand vous êtes en CDD d'assumer, il prend 28 jours. Ça veut dire qu'après 29 jours après avoir accouché, les mères, elles sont seules avec leur enfant. Dans un moment où elles sont particulièrement vulnérables, par exemple, à la dépression postpartum. Dans un moment où elles doivent encore se remettre parfois de leur accouchement, mais déjà être dans le soin à l'enfant. Et elles apprennent toutes ces tâches très vite, toutes seules. Et ça a une incidence sur l'ensemble Donc votre proposition. Ma proposition, c'est le congé paternité égal au congé maternité. Justement parce que c'est pas un congé, c'est pas juste un plaisir, c'est se remettre de son accouchement, mais c'est aussi accueillir l'enfant, le soigner. Et en Espagne, par exemple, ils ont eu cette démarche-là. Ils appellent ça d'ailleurs non pas un congé, mais une prestation d'accueil et de soins de l'enfant. Et cette prestation, elle n'est pas genrée, c'est-à-dire qu'elle est la même pour les pères et les mères. Et ça veut dire aussi que quand vous êtes en employeur... J'imagine, ça se chiffre à combien? Bien sûr, ça a un coût, mais de la même façon que... mais dans le contexte actuel, on ne peut pas le mettre de côté. C'est un coût d'abord, c'est un coût pour la société qui est toujours ça de moins payé par les femmes, j'ai envie de dire. Et puis par ailleurs, ça aurait aussi des incidences. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez un congé paternité égal au congé maternité, ce qui se produirait... Donc 8 semaines obligatoires jusqu'à 16 semaines, c'est ça? Alors oui, 16 semaines. Moi, ce que je propose, c'est que sur les 16 semaines, il y en ait 8 obligatoires, comme pour en fait les femmes, et qu'il y en ait 4 qui soient prises directement à la naissance, c'est-à-dire au moment où on accueille l'enfant, mais aussi 4 après le congé maternité, pour qu'il y ait des moments d'autonomie du père avec l'enfant, parce que ce qui a été montré, c'est qu'un congé paternité en compagnie de la mère, ça peut aussi accréditer cette idée d'un parent auxiliaire, aidant, etc. Et qu'à un moment, il faut que l'homme soit aussi seul avec l'enfant, les couches et tout ce qu'il y a à gérer avec. Et ça ferait que ce serait au bout de 6 mois, si tout est pris, c'est au bout de 6 mois que les personnes se posent la question de l'accueil de l'enfant. Donc ça veut dire que pour l'enfant, c'est peut-être mieux. Et ça veut dire aussi qu'en termes de coût, de mode d'accueil, ça a aussi une incidence pour le coup positive sur la société. Je me tourne vers le seul homme sur ce plateau en dehors de moi. Bon, on n'est pas dans votre champ direct de compétences, mais je crois que vous êtes papa. Je suis papa. Vous l'auriez pris, vous, s'il avait existé à l'époque, ce congé de paternité de 8 semaines minimum, si vous aviez pu le faire? Alors j'ai déjà pris le congé paternité légal aujourd'hui, qui est de l'ordre de 3 à 4 semaines, je crois, et qu'il s'est révélé indispensable pour aider ma femme et accueillir au mieux notre enfant. Maintenant, bien évidemment que s'il avait été supérieur, et je pense qu'il aurait dû être supérieur, je l'aurais pris volontiers, car clairement c'est un moment extrêmement important de nos vies pour accueillir notre petit, mais également pour venir en aide à ma femme qui a dû quand même assurer toute la charge, aussi bien la charge physique, mentale que la dépression post-partum, je crois, comme ça qu'on dit, et que clairement en tant que médecin, car elle est médecin, elle n'a pas eu droit à des compensations financières pendant toute cette époque. Encore un autre sujet, ça, donc bien évidemment que c'était plus que jamais indispensable et qu'il faudrait, en termes d'égalité entre nous deux, avoir cette égalité, comme vous dites, non genrée. Je pense que bien sûr c'est extrêmement important. Un mot de l'Iran, parce que là pour le coup c'est votre champ de compétences. On constate que les personnes croyantes, je parle de religion, ont plus d'enfants que les autres, statistiquement. Et alors quand on regarde le taux de fécondité en Iran, il est quasi équivalent à celui de la France, alors qu'on est dans un régime religieux. Comment ça s'explique ?
je pense justement que c'est une des plus belles illustrations de ce décalage total entre la société iranienne, qui est une des plus éduquées au Moyen-Orient, où les femmes sont par exemple majoritaires à l'université, par rapport au régime islamique, qui reste un des plus rétrogrades, pareil, de la région, qui est arrivé au pouvoir à l'issue d'une révolution il y a 45 ans, et dont la plus haute autorité, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, appelle les femmes à multiplier les enfants, sauf que dans les faits, ces femmes sont aujourd'hui, travaillent autant, si ce n'est plus que leur mari, et doivent assurer les mêmes tâches, aussi bien professionnelles que des tâches en plus. Donc il y a un vrai décalage entre la société et le régime politique. Exactement, qui se manifeste notamment par cette question. On arrive à des taux, comme vous l'avez dit, extrêmement proches de ceux pratiqués en Occident, notamment en France. Et donc ça marque quand même, à mon sens, une certaine maturité de la part de la population iranienne, en dépit des déclarations, on va dire, assez ancestrales du régime. Alors on vient de parler du congé de paternité. Il y a aussi en France un congé de parentalité. Emmanuel Macron veut le remplacer par un congé de naissance. Alors tout cela est en train de se concrétiser, mais de quoi parlons-nous exactement? Les explications de Marion Becker avec Juliette Prunier et Mathéo Stéphan. Un congé de naissance pour remplacer le congé parental. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. D'abord, il sera mieux rémunéré. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent. Entre-temps, la dissolution a suspendu le projet qui devrait finalement voir le jour pour 2026, avec une promesse forte sur la rémunération. On ira bien au-delà des 429 € maximum qui étaient accordés aux parents chaque mois, parce que sinon, encore une fois, ça veut dire que les classes moyennes, elles peuvent pas. Si on vous dit vous avez le droit de vous arrêter, mais c'est 429 € par mois, en fait, vous pouvez pas. Fini le congé parental de 3 ans rémunéré 429 €. Ce nouveau congé de 6 mois est réparti entre les pères et les mères, cumulable durant la première année de l'enfant, serait indemnisé à hauteur de 50% du salaire, plafonné à 1 900 € pour toucher davantage de parents. Au niveau financier, ce serait beaucoup mieux. Et puis ça permettrait que la charge soit répartie entre les deux parents. 6 mois, effectivement, ça peut faire un peu court pour ceux qui souhaitent prendre un congé parental. 3 ans, c'est agréable parce que ça permettait d'attendre l'entrée en maternelle des enfants. Quand j'ai regardé tous les autres pays européens, il y en a plein qui ont beaucoup plus que la France, en fait, en termes de congé maternité, congé parental, où c'est payé beaucoup plus que 50%, au moins 70%. Ce congé de naissance ne remplacera pas le congé maternité de 16 semaines, ni le congé paternité de 28 jours, mais les complétera si les parents le souhaitent. Une façon de tenter de relancer la natalité. Hélène Périvier, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui va entrer en vigueur normalement au début de l'année prochaine? Et plus globalement, est-ce qu'on arrive à mesurer l'efficacité des différents leviers des politiques de natalité, que ce soit les allocations, les baisses d'impôts, l'action sur les modes de garde, le logement, l'aménagement du temps de travail, enfin tout ça? Alors d'abord, c'est une obligation européenne. Donc là, ce congé parental bien rémunéré, proposé à chacun des deux parents, c'est une directive européenne. La France ne la respecte pas parce que le congé parental n'est pas assez rémunéré. Donc la France doit se conformer à la directive européenne. Donc c'est une obligation. Donc, oui. Mais en termes d'efficacité. Voilà. Alors en termes d'efficacité, c'est plus ambigu parce que c'est vrai que vous pouvez avoir d'abord un très fort taux de recours qui augmente pour les femmes parce qu'effectivement, il va être potentiellement plus attractif que celui qui existe aujourd'hui. Il sera certes plus court, donc si elles le prennent, elles s'arrêteront, mais moins longtemps. Néanmoins, s'il n'augmente pas suffisamment le taux de recours des hommes, on peut se retrouver, comme ce qui était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être une augmentation des inégalités professionnelles, potentiellement, même si ce sera quand même pour des périodes plus courtes. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident de voir tout ça. Ce que je peux vous dire sur les évaluations des politiques publiques, c'est que on avait mené avec mon collègue Grégory Verdugo une évaluation de la PREPAR, qui était déjà une réduction du congé parental. La quoi, pardon? La PREPAR, la prestation d'accueil du jeune enfant, donc qui était l'ancien congé parental, qui existe toujours d'ailleurs. Et la question se posera de savoir si ce nouveau dispositif s'ajoutera ou se substituera au congé parental actuel, donc la PREPAR, qui initialement était de 3 ans à partir du deuxième enfant et qui a été en 2015 raboté à 24 mois en suggérant que les 12 derniers mois devraient être pris par l'autre parent. Alors d'abord, les pères n'ont pas du tout pris les 12 mois restants, d'abord parce que c'est très mal rémunéré, donc effectivement ça ne les attirait pas, mais ça n'a pas non plus d'effet sur la fécondité, on aurait pu imaginer. Donc voilà, tout ça est assez complexe, donc c'est pas évident de dire quels en seront les effets. Magali Mazui, c'est moins votre domaine direct, on va dire, mais vous avez quand même un regard là-dessus?
Oui, bien, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. En fait, la question, je dirais, le maître mot, ça va plutôt être inégalité. Donc, il y a inégalité de genre, parce qu'évidemment, qui dit petit salaire dit 50% de rémunération. Qui va s'arrêter? La personne qui a le plus petit salaire pour qu'il y ait un impact moindre. En général, ce sont les femmes. Première chose. Alors, je pense que ces politiques de réduction des inégalités de genre sont primordiales, mais dans l'absolu, pas forcément dans le but de remonter la natalité, mais aussi pour faire en sorte qu'au sein du couple, parce qu'effectivement, il a été dit que la question du salaire impactait les femmes, mais la question aussi du nombre d'heures passées aux tâches domestiques augmente énormément, surtout une fois qu'elles se mettent en couple et d'autant plus une fois qu'il y a des enfants dans la famille. Donc il y a ces dimensions-là. Et puis après, il y a d'autres dimensions plus générales en termes de génération. Pour les jeunes, si on sort des politiques qui visent la natalité, mais de manière plus générale, la précarisation des jeunes, le fait de mettre du temps à rentrer sur le marché de l'emploi, le marché du travail, d'avoir des contrats précaires, évidemment que les jeunes vont reporter, voire annuler des projets de parentalité, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Plus la crise du logement, le pouvoir d'achat, toutes ces thématiques qui touchent les jeunes générations et aussi l'éco-anxiété qui a pu être abordée. Constance de Pellichy, toutes ces politiques, elles ont un coût. C'est assez coûteux, les politiques natalistes. Est-ce qu'on a fixé un cadre budgétaire à votre réflexion au sein de cette mission parlementaire? Aucun. Déjà, je vous rappelle, la mission parlementaire, c'est cause et conséquences. J'insiste sur le terme conséquences. On a vu tout à l'heure que la question de la descendance finale, finalement, on est toujours autour environ de 2 enfants par femme au cours de leur vie. Donc c'est à quel moment de leur vie elles font des enfants. Mais si à la fin elles font toujours 2 enfants, finalement, l'équilibre économique, va falloir faire passer le baby-boom qui va avoir un impact économique fort, mais après ça peut se lisser et se rééquilibrer tout seul. La question, moi je trouve qu'il faut se poser, c'est aussi vers quelle société veut-on aller? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire des enfants? Si on est juste sur une question économique et si on est juste en train d'analyser les conséquences économiques, à mon sens, on passe à côté de la mission. Pourquoi fait-on des enfants et qu'est-ce qui nous permet de faire société autour de ce projet de famille et pour quelle famille et comment? Il y a un élément qu'on n'a pas vu aussi dans le choix qui peut être le nôtre à faire des enfants. Si on fait des enfants plus tard, que soi-même on a été un enfant qui est arrivé plus tard dans la vie de ses parents, à un moment donné, on doit assumer en même temps l'arrivée d'un bébé et des parents vieillissants à gérer. Comment vous faites? C'est pas neutre, financièrement, vous voulez dire? D'autant que, pas seulement financièrement, logistiquement, en termes de charge mentale et en termes de charge émotionnelle. Devoir décider de mettre vos parents en maison de retraite en même temps que votre enfant passe à la maternelle, et je ne suis pas en train de caricaturer, c'est un vrai cas qui existe de plus en plus souvent, c'est extrêmement violent. Vous ne faites pas un enfant de plus dans ces cas-là. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le gérer émotionnellement. Le mot de la fin pour vous, Sarah Legrain. Je m'en voudrais de ne pas le mentionner. Je veux aussi dire que parmi les personnes qui aujourd'hui, les politiques qui aujourd'hui parlent énormément de natalité et veulent nous effrayer avec la question de la natalité, il y a des personnes qui ont un agenda qui n'est pas tant le fait que les femmes s'épanouissent en ayant les enfants qu'elles veulent, mais qui est d'éviter d'avoir une population qui change. Et je parle notamment de tous ceux qui sont très hostiles à l'immigration. Donc pour eux, par contre, il ne faudra absolument pas de flux migratoires. Et ce qu'ils voudraient comme enfants, c'est un certain type d'enfant. C'est des enfants français et français de la façon dont ils se les représentent. Et d'ailleurs, parfois, ils ont des regrets sur le fait que la population immigrée puisse être plus féconde. Voilà, ça, moi, je trouve qu'il faut le souligner aussi parce que derrière les discours sur la natalité, parfois, ce sont des discours racistes qui se cachent. Et ce sont aussi les mêmes personnes qui ont voulu récemment supprimer le Haut Conseil à la famille, de l'enfance et de l'âge, dont on voit aujourd'hui qu'il est précieux parce qu'on a besoin de ces chercheurs qui, à la fois, analysent les situations, nous expliquent les chiffres et aussi peuvent nous dire, calmos, les conséquences ne sont peut-être pas ce que vous pensez. Merci à toutes les 4. Et vous avez noté effectivement qu'on était avec un plateau 100% féminin pour parler de natalité en France. Donc, messieurs, le sujet vous concerne aussi. Armin Arefi, vous restez avec nous parce qu'on va parler de votre documentaire à présent. Vous l'avez coécrit avec Julie Léra pour Arte. Et il est consacré aux Pasdaran. C'est leur nom en persan, les gardiens de la Révolution. Marco Pommier nous en dit plus.
Si on vous invite, Armin Arfi, c'est pour votre documentaire sur cette organisation paramilitaire méconnue, effrayante, les gardiens de la Révolution. 2 épisodes de 50 minutes pour expliquer leur emprise sur l'Iran et le Moyen-Orient. Protecteurs de la République islamique d'Iran, les gardiens de la Révolution sont le bras armé du guide suprême. Qui mieux que vous pour nous parler de cette milice révolutionnaire fondée en 1979, vous qui connaissez ce pays de l'intérieur, ancien correspondant à Téhéran, expulsé par les autorités iraniennes en 2006 sous peine d'emprisonnement, journaliste au point, vous nous racontez ce régime autoritaire où les gardiens de la révolution, les Pasdaran, ont infiltré tous les secteurs de la société iranienne, la politique, le commerce, les médias, imposant dans les rues un islam rétrograde. Bare flesh is showing. She has on the hated Western sneakers, and worst of all, she's wearing lipstick. Les mouvements de protestation sont fortement réprimés, les contestataires emprisonnés, torturés, assassinés, à l'image de Rouhul Azam, dissident exilé en France, capturé en Irak en 2019, soumis à des interrogatoires forcés à la télévision d'État avant d'être exécuté. اگر قاضی بودی خودت به خودت چه حکمی میدادی؟ سختگیرانه که روز اول گفتن اعدام. Un documentaire avec les témoignages de 2 anciennes figures des gardiens de la Révolution pour mieux comprendre comment l'Iran est devenu une puissance incontournable au Moyen-Orient en exploitant des milices, des groupes armés, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza. Objectif, rivaliser avec ses 2 principaux ennemis, les États-Unis et Israël. Nous avons compris qu'il fallait créer des obstacles face à l'ennemi. Des obstacles pour l'occuper, le retenir et pour l'empêcher d'atteindre nos frontières. De la Méditerranée jusqu'à l'Asie de l'Est, une ligne de défense s'est formée contre le régime sioniste et les États-Unis. Un axe de la résistance pour tisser une toile au Moyen-Orient et faire des gardiens de la Révolution, les mettre dans l'exploitation du chaos. Armin Arfi, quelques mots d'abord de l'actualité la plus récente, cette guerre de 12 jours et ses conséquences. Israël a notamment ciblé des responsables des gardiens de la Révolution. Est-ce que les gardiens de la Révolution sortent affaiblis de cette guerre ? Oui, en effet, les gardiens de la Révolution sortent totalement affaiblis au niveau régional et au niveau de leur défense de cette guerre. L'essentiel du commandement militaire des gardiens de la Révolution a été décapité, éliminé, assassiné par Israël dès le premier jour de cette guerre, des 12 jours, avec des frappes de drones, des frappes aériennes. Donc c'est une véritable humiliation. Par ailleurs, les gardiens de la Révolution n'ont pas été en mesure de défendre le pays pour la première fois en 38 ans depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 1988. L'Iran a été attaqué, le ciel iranien est aujourd'hui aux mains d'Israël en dépit du cessez-le-feu et les missiles balistiques envoyés par les gardiens de la Révolution n'ont pas véritablement été en mesure de percer les défenses antiaériennes d'Israël ou seulement à 20% des quelques 550 missiles qui ont été envoyés. Donc c'est une armée idéologique du régime, la véritable armée de la République islamique qui est humiliée, qui est affaiblie, mais qui garde un pouvoir de répression intérieure intact. C'était ma question suivante. On a vu que la répression de la population iranienne depuis la fin de cette guerre de 12 jours, elle a augmenté en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils renforcent leur emprise sur la société malgré tout, malgré cet affaiblissement ? Malheureusement, un régime affaibli à l'extérieur et au niveau moyen-oriental face à son principal ennemi qui est Israël se venge à l'intérieur du pays. Benyamin Netanyahou lui-même avait appelé la population à sortir dans la rue contre le régime, sauf que ce n'est pas arrivé. Au contraire, au lendemain de la signature du cessez-le-feu, des centaines d'arrestations ont eu lieu sous l'accusation souvent fallacieuse de collaboration avec le Mossad. Et sur quelle base il s'appuie pour faire ces arrestations ? Il s'agit le plus souvent de personnes qui ont pu publier des critiques sur les réseaux sociaux, donc on n'est pas du tout en face d'une preuve qui prouve une collaboration avec le Mossad, même s'il faut rappeler que le Mossad est extrêmement infiltré en République islamique, mais le profil des personnes qui ont été arrêtées, et notamment le profil de personnes qui sont soit engagées politiquement, soit qui avaient déjà été arrêtées par le passé. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 6 exécutions au moins, et que plusieurs personnes sont condamnées à mort et attendent dans le couloir de la mort en Iran. Donc on est dans une situation qui est pire que celle à la veille du début de cette guerre, et aujourd'hui,
la population iranienne et notamment la société civile est bien seule face au rouleau compresseur du régime iranien. Il y a une autre conséquence, a priori en tout cas, de cette guerre. Elle concerne les 2 otages français, Cécile Collère, Jacques Paris, retenus otages en Iran depuis 3 ans maintenant. Et ils sont désormais accusés d'espionnage en faveur d'Israël. Alors Emmanuel Macron menace l'Iran de mesures de rétorsion. Quels sont les leviers dont dispose la France face à l'Iran ? Écoutez, c'est une question difficile étant donné que les relations entre la France et l'Iran sont déjà au plus bas. Je ne vois pas aujourd'hui exactement quels seraient les leviers, peut-être la rupture des relations diplomatiques et le rappel de l'ambassadeur de France, sauf qu'un ambassadeur de France vient d'être nommé en Iran. Ce pourrait être le placement des gardiens de la Révolution, le corps armé dont il est aujourd'hui question, sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Je pense qu'il faut retourner le problème dans l'autre sens, à savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cherche l'Iran ? L'Iran est aujourd'hui extrêmement affaibli, le régime est affaibli, notamment après l'accumulation des frappes israéliennes et américaines, et l'Iran est en nécessité de négocier. Sauf qu'aujourd'hui, la France dispose, et l'Europe, le Royaume-Uni et l'Allemagne disposent d'un levier qu'il menace d'utiliser contre la République islamique d'Iran, c'est le snapback. Le snapback, c'est quoi ? C'est le rétablissement des sanctions onusiennes contre la République islamique d'Iran, les sanctions économiques, effectivement, de l'ONU contre la République islamique, en raison de la violation par l'Iran de ses engagements sur le nucléaire iranien. Il y a eu un accord qui a été signé en 2015, qui était respecté par l'Iran avant que Donald Trump s'en retire unilatéralement en 2018, et c'est à partir de cette date que l'Iran a repris ses activités. Je pense aujourd'hui que c'est dans ce cadre-là que l'Iran est en train d'augmenter le curseur, faire le pression. On est dans une guerre médiatique et psychologique entre l'Iran et la France, mais je doute pour autant que les Iraniens aillent jusqu'à condamner à mort, ce n'est pas encore le cas, ou exécuter bien sûr nos 2 ressortissants qui sont aujourd'hui arbitrairement détenus par l'Iran. Alors votre documentaire, on prend conscience dedans de la dimension tentaculaire, compris les gardiens de la Révolution depuis 1979, qui contrôlent absolument tout en fait en Iran. Exactement, c'est véritablement l'État. Dans l'État, on parle souvent de la République islamique des mollahs ou des ayatollahs, mais il faut savoir que derrière les mollahs, derrière le turban, il y a le képi des gardiens de la Révolution. Au départ, une armée de volontaires qui visait à protéger l'ayatollah Khomeini, fondé par ce dernier, le fondateur de la République islamique, qui ensuite s'est fait la main sur le terrain de la guerre Iran-Irak contre Saddam Hussein, son armée soutenue par le monde entier. Et à la fin de cette guerre, en 1988, les gardiens de la Révolution qui se voient offrir des pans de l'économie iranienne. 10 ans plus tard, pour empêcher toute réforme à l'intérieur du régime, le guide suprême, le véritable chef de l'État iranien, l'ayatollah Khamenei, les met en politique. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont derrière le programme nucléaire, derrière le programme balistique. Ce sont eux qui prennent des ressortissants étrangers en otage. Et ce sont eux qui sont derrière tout le soutien de l'Iran à ce qu'on appelle ses proxys, ces groupes paramilitaires, à savoir le Hamas, les Houthis, Bachar el-Assad du temps, il était encore sur place, et le Hezbollah au Liban. Mais tout ça amène à se poser la question de savoir s'ils ne sont pas devenus plus puissants que les mollahs eux-mêmes et que l'ayatollah Khamenei. Certainement, sauf qu'ils ont toujours eu besoin, en tout cas jusqu'ici, de cette couverture religieuse, cette légitimité religieuse qui vient de Dieu, de la part de l'ayatollah Khamenei, le représentant de Dieu sur Terre, pour conserver ce pouvoir, cet État, cet empire qu'ils ont en Iran. Il ne faut pas oublier que les gardiens de la Révolution, par exemple, profitent largement des sanctions occidentales et américaines, car leur monopole à l'intérieur du pays et de l'économie qui est entre leurs mains leur permet justement de se nourrir de ces sanctions pour augmenter leur empire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plus puissants que les mollahs? Certainement, mais ils ont certainement besoin des mollahs pour parvenir à exister, à subsister, à résister. Et la question aujourd'hui qui se pose, justement, c'est, vu l'affaiblissement du régime, vu l'affaiblissement de l'ayatollah Khamenei, dont on sait qu'il était dans le viseur et qu'il reste dans le viseur d'Israël. Et qui reste officiellement, en tout cas, dans le viseur d'Israël, qui serait toujours, qu'on n'a pas vu publiquement apparaître depuis la fin de la guerre des 12 jours, il est, en tout cas, possible d'imaginer qu'il y ait peut-être, dans un avenir proche, un coup d'État de la part des gardiens de la Révolution. En tout cas, s'il y a un changement qui devait avoir lieu en Iran, cela ne se ferait que par le biais d'une organisation armée, pas de la population qui est sans armes. Il pourrait rester au pouvoir malgré la chute du régime des mollahs. Ça ressemblerait à quoi un régime entièrement dirigé par les gardiens de la Révolution? Est-ce qu'il y aurait toujours cette forte dimension religieuse? C'est la grande question. Aujourd'hui, les religieux profitent aux gardiens de la Révolution dans le sens où ce sont eux qui sont en première ligne, même si les gardiens de la Révolution ne sont pas populaires au sein de la population iranienne, vu qu'ils sont quand même responsables d'une grande partie de la répression. Ce qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, étant donné qu'en termes d'alternatives, en tout cas politique, il n'y a pas d'alternative politique organisée à l'intérieur de l'Iran, cela pourrait être un coup d'État. Et aujourd'hui, le seul corps
armé qui est véritablement puissant en Iran, qui dispose de pas moins de 190 000 personnes, ce sont les gardiens de la Révolution. Donc on sait que ce corps armé est infiltré, y compris par le Mossad. C'est dans un immeuble appartenant aux gardiens de la Révolution que l'ancien chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été éliminé par le Mossad en plein Téhéran il y a maintenant un an. Donc il y a des dissensions, ce n'est pas un corps monolithique. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le futur de ce régime, cela se fera forcément avec les gardiens de la Révolution qui resteront un organe et un acteur extrêmement important de l'Iran, que ce soit sous la République islamique ou sous un autre régime qui pourrait peut-être ressembler au régime militaire en Égypte ou au régime militaire en Algérie, qui ne serait pas moins démocratique, mais qui serait peut-être, qui serait pas plus démocratique, mais qui serait, moins islamique. Vous décrivez parfaitement dans votre documentaire comment les gardiens de révolution ont mis en place ce qu'on appelle les proxys, donc ces groupes armés financés par l'Iran, tout autour d'Israël. C'était une stratégie de défense, mais qui a permis finalement à l'Iran de s'imposer comme une puissance régionale dans une région où les sunnites sont quand même majoritaires. Effectivement, l'Iran est doublement minoritaire dans la région. C'est un pays perse dans un océan arabe, c'est un pays chiite dans un océan musulman sunnite. Et donc, à la fin du traumatisme qu'a constitué la guerre Iran-Irak, où l'Iran était seul contre le monde entier, avec utilisation à l'époque d'armes chimiques, notamment européennes et allemandes, au sein de l'armée de Saddam Hussein, les gardiens de la Révolution ont développé cette stratégie de défense en avançant, en combattant, comme le dit l'ancien haut responsable des gardiens de la Révolution, Hossein Kanani Moradam, les États-Unis, leur base, et Israël, à travers des proxys, donc des groupes paramilitaires sunnites ou chiites d'ailleurs, qui sont opposés à Israël aux États-Unis. Donc c'est les milices chiites en Irak, c'est le régime de Bachar el-Assad du temps où il était encore en place, c'est le Hezbollah qui l'a contribué à créer en 1982, et c'est le Hamas et le djihad islamique à Gaza. Et cette stratégie s'est faite aux dépens des États nationaux qui se plaignaient à l'époque beaucoup d'une influence et même d'une ingérence iranienne, ces pays sunnites qui ne voyaient pas pourquoi leurs voisins chiites étaient aussi importants et prenaient d'une certaine manière le contrôle de ces pays-là. Et ça s'est retourné avec le 7 octobre. C'était la question suivante. Vous l'évoquez à la toute fin de votre documentaire, les attentats du 7 octobre et leurs conséquences. Est-ce que vous dites que le Hamas a agi sans en référer aux gardiens de la Révolution. Est-ce que les gardiens de la Révolution auraient mis leur veto s'ils avaient été consultés par le Hamas? C'est le renseignement militaire israélien qui affirme que l'Iran n'est pas, donc les gardiens de la Révolution n'ont pas été le donneur d'ordre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas été au courant et qu'ils les ont d'une certaine manière encouragés indirectement en les armant et en les finançant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit rétrospectivement ce qui s'est passé et ces attentats, ces massacres du 7 octobre, ça a joué contre l'Iran, étant donné qu'à partir de ce jour-là, les Iraniens ont tout fait pour éviter une confrontation directe avec Israël et que Israël, au lendemain de ce traumatisme et de ce fiasco sécuritaire qu'a constitué le 7 octobre, a entamé des guerres qui ont peu à peu affaibli les tentacules du régime iranien via ses proxys. Le Hamas affaibli à Gaza, le Hezbollah affaibli au Liban, le renversement de Bachar el-Assad qui est une des conséquences de la chute du Hezbollah au Liban, jusqu'à ce que la guerre aujourd'hui gagne le territoire iranien et que la stratégie de défense mise en place pendant 4 décennies par les gardiens de la Révolution ne se retourne contre eux aujourd'hui. Et on les voit bien impuissants. Très vite, en quelques mots, on ne sait pas ce que sont devenus ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi à 60% dans les bombardements américains. S'ils sont entre les mains des gardiens de la Révolution, quelles sont les options qu'ils ont entre leurs mains? Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, ils se trouvent aux mains des Iraniens. En tout cas, ils ont été déplacés, d'après le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont les inspecteurs viennent d'être expulsés de l'Iran. Ces 400 kilos d'uranium hautement enrichi à 60% ont été déplacés de l'usine d'enrichissement de Fordo, juste avant qu'elle ne soit bombardée par les Américains. Aujourd'hui, ils se trouveraient dans un site souterrain encore plus profond que les précédentes centrales qui ont été visées. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh ben, aujourd'hui, il y a 2 options, soit donc les mettre dans un endroit inatteignable pour pouvoir négocier la poursuite de l'enrichissement d'uranium, ou en tout cas un accord sur le nucléaire iranien, ou alors l'autre solution qui est évoquée de plus en plus ouvertement par certains dignitaires du régime, se précipiter vers la construction de la bombe atomique pour conserver la seule option de survie du régime, l'option ultime de dissuasion, la bombe nucléaire. Et donc ça serait complètement contradictoire avec tout ce qu'on voit depuis maintenant 2 semaines en Iran de la part des États-Unis et d'Israël. Merci beaucoup Armin Arefi. Je vous rappelle que ce documentaire que vous avez coécrit avec Julie Léra est disponible en replay sur Arte. Je crois que vous devez nous quitter. Je vous laisse donc, mais merci encore. Merci à vous. C'est l'heure de notre séance de rattrapage à présent.
Et pour cette séance de rattrapage, on accueille notre équipe de choc, Elsa Mandingava, Jean-Baptiste Daoulas et David Revaud-Dallon. Bonsoir à tous les trois. Elsa, journaliste parlementaire à LCP, Jean-Baptiste, journaliste politique à Libération et David, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. Et on commence avec ça. Ne le prenez pas mal, mesdames et messieurs du groupe socialiste. Vous vous retrouvez le bec dans l'eau, ce qui, par les temps de canicule que nous vivons, peut avoir des aspects rafraîchissants, mais n'est pas, nous en conviendrons tous, une position durable. Alors Elsa, ce François Bayrou moqueur, il se moque donc du PS. Il a à nouveau sauvé sa tête cette semaine. Oui, exactement. Le Parti socialiste qui a déposé une motion de censure parce que le conclave n'avait pas abouti. Et François Bayrou, selon les socialistes, n'a pas tenu parole. Il avait écrit noir sur blanc que le Parlement aurait le dernier mot. Il y a eu un grand moment de flottement. Et puis François Bayrou a essayé de gagner encore un peu du temps. Et il a dit « Ah si, mais en fait, il y aura des avancées. Ce sera dans le budget de la sécurité sociale. » Bon, dans le budget de la sécurité sociale, tous les députés peuvent parler aussi de certaines questions des retraites. Donc, ce n'est pas là un cadeau qu'il offrait à tout le monde. Mais donc, lui s'est servi de ça pour dire aux socialistes, finalement, votre motion de censure, vous la déposez alors que ça n'a plus aucun sens. Voilà. Il avait un ton plutôt moqueur, mais je trouve quand même que voilà, c'est un peu de bonne guerre. Il avait été très, très dur lors de la dernière motion socialiste sur la question de la submersion migratoire. Ça avait marqué les socialistes. Ça avait marqué les socialistes. Bon, là, il rigole, il les ridiculise un peu, mais je trouve que voilà, ça reste peut-être de bonne guerre. Jean-Baptiste, le divorce, il est totalement consommé entre les socialistes et François Bayrou. La prochaine fois, ils ne le louperont pas? Alors, il y a deux versions. Il y a une version assez pessimiste, c'est de se dire que désormais le gouvernement Bayrou est complètement dans la main du Rassemblement national, que les socialistes censureront à nouveau en faisant bloc avec la gauche et que c'est désormais le RN qui sera décisionnaire. Et il y a une version optimiste qui est plutôt celle de François Bayrou, c'est de se dire que finalement cette motion, elle remet un petit peu les compteurs à zéro, que c'était une sorte de suite du congrès interne du PS où Olivier Faure a gagné. Donc cette motion, elle permet de réarrimer le PS à gauche dans l'opposition. D'ailleurs, en les narguant, il a dit « je vous décerne un brevet d'opposition ». Encore une façon vraiment, pour François Bayrou, de minimiser cela en se disant qu'une fois que les compteurs seront mis à zéro, il est toujours temps de négocier sur le budget. C'est une phase qui va s'ouvrir dans l'été, une fois qu'il aura fait ses propositions le 15 septembre, ses propositions budgétaires, et que les socialistes, finalement, quand ils verront le mur, quelque part, de l'instabilité revenir... C'est 15 juillet, le proposition budgétaire. Le 15 juillet, exactement. Ouais. Et que quand les socialistes verront revenir ce mur de l'instabilité, ils négocieront. David Revaud-Dallon, votre regard là-dessus? Je crois que la version optimiste qu'évoquait Jean-Baptiste est un petit peu trop optimiste, précisément parce qu'on voit qu'il y a eu une vraie rupture chez les socialistes. Il y a encore quelques semaines, je pense qu'une petite majorité du groupe était plutôt sur la stabilité, notamment derrière François Hollande qui disait que c'est une pure folie que de voter une motion de censure et de risquer de faire tomber ce gouvernement à quelques encablures des municipales. Mais je crois que les derniers épisodes, et notamment bien sûr l'échec du conclave sur les retraites, a radicalisé le PS et que voilà, ça aboutit à ce qu'on vient de décrypter, à cette motion de censure qui se rééditera à l'évidence. Et puis, il faut quand même s'interroger sur l'attitude de François Bayrou, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, Elsa, c'est de bonne guerre, mais on se demande quand même pourquoi François Bayrou se tire lui-même systématiquement des balles dans le pied en ridiculisant les socialistes, en les humiliant, en ne se tendant pas à ce que devrait être non pas un deal, mais au moins un accord tacite d'entente cordiale. Et voilà, en faisant systématiquement ce style d'anecdote, ce style de plaisanterie, pour se faire plaisir, ça les agace, les socialistes, de plus en plus. Et maintenant, je crois qu'ils sont réellement dans l'opposition, sans plaisanterie. Le prochain rendez-vous donc, pour François Bayrou, c'est le budget, Elsa. Avec ce rendez-vous donc, du 15 juillet, ce n'est pas une date choisie au hasard, hein? Non, alors c'est pas une date choisie au hasard parce que ça n'échappera pas à aucun député que le 11 juillet, l'Assemblée sera fermée pour la pause estivale. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas moyen pour eux de réagir en déposant par exemple une motion de censure ou en en débattant lors des séances de questions au gouvernement. Ça, tout le monde l'a très bien noté. Maintenant, la question qui se pose, on sent bien que François Bayrou, c'est bien qu'il ne peut pas s'appuyer sur les oppositions et puis pas forcément non plus sur son camp. Il va prendre à partie l'opinion publique. Alors c'est ce qu'il a déjà fait le 15 avril dernier. Maintenant, tout le monde se demande un peu, est-ce qu'il va trancher, donner des décisions claires le 15 juillet, ou est-ce qu'il va juste rappeler la dette, il faut faire des économies, c'est important pour les générations futures, etc. Donc ce rendez-vous, il risque d'être un peu décevant si en fait on n'a pas des arbitrages vraiment rendus par le Premier ministre. C'est un choix stratégique, on l'a dit, par rapport aux députés, cette date du 15 juillet, Jean-Baptiste, mais peut-être aussi par rapport à l'opinion, c'est en tout cas le pari de François Bayrou.
Le pari de François Bayrou, c'est dès le début, ça a été de dire de faire de la pédagogie. Oui. En gros, il part du principe que les Français, on ne peut pas leur présenter des mesures difficiles si on ne leur a pas expliqué, réexpliqué encore à quel point la situation des finances publiques est dégradée. Bon, après, il y a deux façons de voir les choses. C'est qu'on peut vous le dire, c'est pas pour ça qu'à la fin, vous en serez convaincu qu'il faut faire des efforts. L'idée, c'est de le laisser infuser ça pendant tout l'été. L'idée, c'est de laisser ça infuser pendant tout l'été. Et puis, c'est de se dire aussi que ça laisse une marge de négociation avec les oppositions. Par exemple, il peut attaquer très fort en proposant 40 milliards d'économies. Est-ce que c'est des coupes, est-ce que c'est des hausses d'impôts? Ça, c'est pas du tout encore clair. Pour ensuite, dans la négociation, principalement avec les socialistes, lâcher certaines choses et leur donner des gains par rapport à la copie initiale. Alors, sur ce budget, François Bayrou est cerné par les lignes rouges. Il y en a eu une nouvelle cette semaine. Regardez. 100% de la restauration de l'équilibre budgétaire en France doit reposer sur des économies et aucune hausse d'impôts. 100% d'économies, 0% de hausse d'impôts. Aucune augmentation d'impôts. Aucune. Donc pour nous, c'est très simple, c'est aucune augmentation d'impôts. Bon, là, on a un peu forci le trait, mais le message est clair. Vous êtes cruel, vous êtes cruel. Non, évidemment, on parlait, vous savez, au moment du premier budget post-dissolution, celui de Michel Barnier, les lignes rouges se multipliaient. Là, ça va être la même chose. C'est plus des lignes rouges, ça va être un tableau de Mondrian. Vous voyez, il va y en avoir partout, si vous me permettez cette métaphore. Vous savez, c'est comme dans le film avec Tom Cruise, où il descend, vous avez des lignes rouges partout au laser, et lui doit les éviter. Je pense que ce budget, ça va être mission impossible. François Bayrou, il a beau temporisé, il a beau attendre, comme vous l'avez bien expliqué, le 15 juillet, la fin. Il a beau, effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, vouloir ambiancer les Français. C'est ce qu'il explique tout le temps à ses ministres. Il faut ambiancer les Français, il faut ambiancer les Français. Je pense que François Bayrou, il va absolument rien annoncer, ou le moins possible, le 15 juillet, et qu'il va essayer de garder le pied sur le ballon pour temporiser, car il faut bien le dire, il est en sursis, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit dans le point précédent, et que, comme Michel Barnier, il s'est remis une fois de plus dans la main du Rassemblement national. Et c'est le seul, finalement, c'est le seul argument, je crois qu'aujourd'hui, il est plus tourné vers son extrême droite que vers sa gauche. Et c'est d'ailleurs l'explication de cette plaisanterie et de cette petite pique qu'il adresse à la gauche. C'était la question que j'allais vous poser maintenant. En fait, tout est entre les mains du RN à présent. Alors, moi effectivement, une fois que la gauche est rassemblée dans l'opposition, ça donne la main au Rassemblement national. Après, on a parlé de la question de la proportionnelle que François Bayrou pourrait un peu dealer en disant si vous ne me faites pas tomber, on peut en parler, mais si je tombe, on n'en parlera pas. Après, quand on voit les lignes rouges du RN, la contribution à l'Europe, l'aide médicale d'État, on voit que c'est des lignes très très rouges. On ne voit pas comment le Premier ministre pourrait accepter ces lignes rouges sans perdre complètement le soutien chez eux. Moi, j'ajoute quand même, et je pense que sur cet épisode 2, un peu là du budget, il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé avant. Et ça, peut-être que François Bayrou peut essayer d'en faire une force. On a bien vu que on peut censurer une fois, que la deuxième censure, elle est très difficile. Elle sera encore plus difficile à un mois des municipales, en février 2026. Donc, est-ce qu'on censure? Très bien, mais après, on sait qu'on ne pourra pas censurer derrière en février. Donc, je pense que c'est cette question-là aussi que vont se poser les oppositions. Très peu de temps pour un rapide tour de table sur ce qu'on peut appeler le mystère Dati, qui a quand même réussi un joli coup double cette semaine. Elle a fait inscrire ces deux textes dans un agenda parlementaire surchargé, la loi PLM Paris-Lyon-Marseille sur les modes de scrutin municipal et celle de l'audiovisuel public. C'est quoi sa recette, Jean-Baptiste? Sa recette, c'est tout simplement de se rouler par terre, d'insister, envoyer des messages, solliciter les parlementaires, solliciter le président de la République, solliciter le Premier ministre, les autres ministres, le ministère des Relations avec le Parlement. Et à la fin, elle a réussi à avoir gain de cause et à avoir ce fameux temps parlementaire, même si effectivement dans l'hémicycle, ça ne s'est pas forcément passé comme elle le pensait, ou peut-être si, justement. David? Je crois qu'elle a un lien très très fort, c'est son principal argument avec le président de la République. Elle fait partie des rares ministres, dans un moment où Emmanuel Macron est un petit peu fâché avec François Bayrou, avec pas mal de ministres qui l'exaspèrent. Il y a deux ministres qui trouvent grâce à ses yeux, et ça depuis le dernier remaniement, c'est Sébastien Lecornu et Rachida Dati. J'en veux pour preuve l'interview, pardonnez-moi, je fais un peu ma pub, qu'elle a accordée à l'hémicycle, où elle explique que le président de la République est formidable, je résume, et que, là je cite, le macronisme existe encore. Elle répondait à Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui nous expliquait que le macronisme, on en avait parlé ici même il y a quelques semaines, c'était fini. Donc je pense qu'elle a la cote, elle est très bien en cours à l'Élysée. C'est ce qui explique qu'elle a encore ce poids politique. D'un mot, Elsa? Oui, ce qu'on dit, c'est qu'on l'aime ou on l'aime pas, mais Rachida Dati, quand elle rentre dans une pièce, on nous dit c'est comme une star de cinéma, c'est comme si les projecteurs étaient braqués sur elle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de personnalité très populaire partout. Donc on l'aime ou on l'aime pas dans le sein du bloc central, mais on voit que c'est quand même une pièce indispensable dans le gouvernement et peut-être pour les municipales à Paris.
Donc elle conclura peut-être cette session parlementaire extraordinaire avec une loi PLM qui sera votée et une loi sur l'audiovisuel public qui sera bien avancée, mais qui devra revenir à la rentrée. Merci à tous les trois pour cette bonne séance de rattrapage. C'est la fin de cette émission. Bon week-end à tous sur LCP.